Bienvenue, je m'appelle Thomas Bastien, je suis directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Très heureux d'être avec vous en fait dans le cadre de cette semaine de la santé durable, un très très beau partenariat en fait qui a été mis en place avec le groupe Entreprises en santé, qui a justement en fait proposé et co-organisé un panel virtuel en compagnie de personnes qui vont nous parler en fait de ce qui est en fait santé et société, la contribution d'une santé durable au niveau du milieu du travail plus particulièrement. Alors c'est un très grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en compagnie de 4 différentes personnes qui ont des parcours très inspirants mais très différents les uns ou les unes des autres. On est en compagnie en fait de Chanel Pascal, de Charles Milliard. On est également en compagnie de Martin Binette et de Connie Anne Ramos. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, à vous 4. Comment ça va se passer en fait au cours des prochaines minutes, au cours des dizaines de minutes qu'on va avoir ensemble? Dans un premier temps, on va y aller justement avec le pédigré des personnes qui sont autour de nous. Vous allez voir en fait d'où est-ce que les personnes vont venir et de quoi en fait on va avoir la chance de parler ensemble. Par la suite, on va avoir un 5 minutes de conversation, on va dire individuelle, avec chacune des personnes qui sont autour de la table pour justement nous expliquer ce que pour eux est la santé durable dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des entreprises, dans le milieu du travail plus particulièrement. Et par la suite, on va vraiment aller en fait à un plus gros échange avec justement en fait des conversations entre les différents panélistes. Et on va terminer en fait cet échange-là par des questions du public. Donc vous êtes invités à travers le chat de ce Zoom-là de partager en fait les différentes questions que vous avez. Est-ce qu'on est prêt de notre côté? Ça vous convient? Super. Et puis, bien sûr, la consigne a été d'avoir le plus d'échanges entre nous, entre panélistes plus particulièrement. Donc, n'hésitez pas, en fait, si vous avez le moindre commentaire ou autre. Ça fait partie justement de cette expérience virtuelle-là. Alors, Chanel, on commence avec vous. Chanel Pascal, vous êtes directrice gestion des talents chez Brio. Vous êtes captivée en fait par les gens et leurs talents uniques, CRHA. Donc, vous êtes une conseillère en ressources humaines agréée, possédant près de 10 ans d'expérience à titre de généraliste en ressources humaines. Vous avez contribué en fait à la croissance de PME du secteur des technologies de l'information, des médias et du divertissement, ainsi que du service conseil. Votre expérience professionnelle comprend le développement organisationnel, l'acquisition des talents, la gestion de la performance, la rémunération et le développement des compétences. Vous êtes toujours à la recherche de solutions innovantes, vous êtes persévérante et d'un positivisme inébranlable et vous cherchez à trouver l'harmonie entre les besoins des employés et de l'organisation. Chanel, est-ce que c'est bien ça? C'est moi. Super. Bon, fantastique. Alors Charles, on passe à vous. Alors Charles Milliard, vous êtes président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en pharmacie et d'un certificat en économie de l'Université Laval, ainsi que d'une maîtrise en administration de HEC Montréal. Vous êtes reconnu pour être un gestionnaire chevronné, possédant une longue expérience en affaires publiques, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie. Avant votre nomination comme président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, vous avez œuvré au sein du groupe Uniprix en tant que vice-président exécutif. Vous avez également occupé le poste de vice-président stratégie et rayonnement santé au cabinet de relations publiques nationales. Charles, vous siégez à différents conseils d'administration dans le secteur des arts, notamment celui de l'Orchestre symphonique de Montréal, du Conseil des arts de Montréal et du Festival de la Naudière. Vous êtes également président du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Lévis. Charles, est-ce que c'est bien ça? C'est conforme, selon C'est moi. conforme? Parfait, merci Charles. On continue directement avec Martin. Alors Martin Binette, vous êtes directeur principal du développement et croissance chez Relief. Alors vous gravitez dans le milieu de l'assurance collective, des avantages sociaux et de la santé mieux-être en entreprise depuis 24 ans. Vous êtes aujourd'hui directeur principal développement et croissance de Relief, un organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec l'anxiété, la dépression, la bipolarité et leurs proches. Et c'est un sujet qui vous touche personnellement, puisque vous vivez en fait avec la maladie mentale depuis plus de 25 ans. En effet, en fait, quand vous avez eu 19 ans, vous avez vécu votre première crise de panique, suivie d'un premier épisode dépressif, et depuis, vous contribuez par l'entremise de votre blog entre les deux oreilles.ca et vos témoignages à faire tomber les préjugés et les tabous autour de sujets de maladie mentale, ainsi qu'au niveau en fait des organisations dans la société. Est-ce que c'est bien ça, Martin, de votre côté? Et c'est comme disait Charles, c'est tout à fait conforme.
C'est tout à fait conforme. Je tiens aussi à préciser en fait que vos textes ont été lus par des centaines de milliers de lecteurs. Hein. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, allez voir cela dès maintenant. Et on finit en fait de notre côté avec Connie Anne Ramos, qui est chef du programme d'intervention chez Lucilab. Alors, diplômée en sciences de la nutrition de l'Université McGill, Connie, vous avez pratiqué durant plus de 10 ans en tant que diététiste nutritionniste dans divers programmes de prévention en santé publique. Aujourd'hui, vous êtes chef du programme d'intervention chez Lucilab. Vous gérez l'équipe de conseil et en saines habitudes de vie qui accompagne en fait les participants dans les programmes Lucie. Vous dirigez également en fait la communauté de pratique de Lucilab, axée sur le partage d'expertise multidisciplinaire et la mise en œuvre du cadre de l'intervention. Est-ce que c'est bien ça, Connie, de votre côté? C'est bien ça. Superbe. Alors, merci à vous quatre d'être en notre compagnie aujourd'hui. Comme on se le disait, on va parler de santé durable et d'entreprise plus particulièrement. Alors, on commence avec la question qui nous boule tous et toutes les lèvres. Pour vous, en fait, c'est quoi la santé durable dans le milieu entrepreneurial, dans les entreprises, dans le milieu du travail plus particulièrement? On va y aller avec le même ordre, si ça vous convient. Donc, Chanel, on a 5 minutes de votre côté. On peut prendre moins aussi, là. Ça peut laisser plus de place, mais on peut prendre ce moment-là ensemble. Donc, c'est à vous, Chanel. Super. Mais pour moi, quand on parle de santé durable dans les milieux de travail, on fait définitivement référence à la notion de co-responsabilité. Donc, c'est le premier mot qui me vient en tête. C'est un mot que vous entendrez souvent chez Brio, autant dans la manière dont on fonctionne en interne dans la gestion de notre firme que dans la manière dont on fait le service conseil qu'on procure à nos clients. Mais c'est vraiment de donner des moyens d'agir à nos équipes, donc à nos employés, pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé, que ce soit dans une logique de prévention ou même quand ils font face à des défis de santé. On essaie toujours chez Brio qu'il y ait un terrain fertile de l'accueil, de l'inclusivité là, dans la manière dont on réfléchit l'expérience employée, qu'il y ait du soutien, qu'il y ait de l'accompagnement. Donc vraiment, faire en sorte, en fait, que la santé, ce soit, une imputabilité de l'employeur qui doit mettre en place tout ce cercle virtueux pour que la personne puisse être en santé, mais aussi, bien sûr, que la personne, l'employé, puisse agir, donc qu'il puisse saisir les opportunités qui sont mises de l'avant pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Aussi, c'est très, très important dans notre philosophie. Donc, c'est un peu ça qui me vient en tête. Merci beaucoup, Chanel. Charles, est-ce que vous voulez rebondir, aller de votre côté également par rapport à ça? Oui, peut-être offrir une perspective davantage du côté de l'employeur, ou en tout cas, à tout le moins, je veux vous remercier pour l'invitation. Je connais le groupe Entreprises en santé, puis évidemment l'association depuis longtemps. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que les chambres de commerce font là-dedans, dans cette discussion-là, premièrement, il faut savoir que la Fédération, c'est une association qui regroupe 123 chambres de commerce partout sur le territoire québécois. D'ailleurs, je suis à Trois-Rivières aujourd'hui, dans les bureaux de la Chambre. Et depuis longtemps, on se préoccupe évidemment de développement économique, et enfin, je dirais, de plus en plus, les employeurs ont des préoccupations et des intérêts autres. Que ce soit la question environnementale, que ce soit la question des logements sociaux, la question de la santé dans une perspective plus large, parce que c'est des déterminants maintenant du bonheur au travail. Et le bonheur, le profit, c'est bien, le bonheur, c'est encore mieux. Alors, c'est important de le voir dans une perspective, évidemment, de développement socio-économique du Québec, mais aussi dans une perspective, je dirais, comment je dirais ça, de marque employeur. C'est-à-dire que, évidemment, pour les entreprises maintenant, avec la pénurie, mais aussi avec les changements de mentalité, enfin, ça devient intéressant pour un employeur d'avoir des pratiques qui favorisent une santé globale, une santé durable. Alors, ça vaut premièrement pour les employeurs et les dirigeants d'entreprise en tant que tels. Il y a eu des papiers assez troublants durant la pandémie sur la santé mentale des entrepreneurs. Moi, j'ai assisté à des webinaires où j'ai vu des dirigeants d'entreprise pendant la pandémie, je dirais des gros monsieur pleurer devant 50, 60 personnes. Donc, c'est des choses qui me touchent particulièrement. Puis, tu as fait mention, Thomas, je me permets de te tutoyer, de mon passé de pharmacien aussi. Donc, vous seriez surpris, évidemment, il y a le secret professionnel là-dedans, mais vous seriez surpris
le pourcentage de consultations en pharmacie qui n'ont aucun lien avec les médicaments. Je vous dis ça comme ça. C'est pas nécessairement toujours une question de posologie puis d'effets secondaires. Des fois, il y a un besoin de consulter justement pour cette question-là de santé globale. Et quand on voit des jeunes de 14-15 ans poser des questions que avant, on aurait pensé que ça aurait été que des gens de 50 ans et plus qui auraient posé ce genre de questions-là, bien, on se dit comme société, on a un enjeu, puis on doit régler ça. Alors, on le fait beaucoup de prendre parole sur ce dossier-là parce que ça nous apparaît crucial. Puis moi, je pense qu'enfin, les langues se sont déliées et, comme on dit en anglais, le train a quitté la station. Donc maintenant, c'est de voir comment on peut faire de nos milieux de travail des milieux encore plus sains pour que les gens soient heureux, restent plus longtemps, à la limite soient plus productifs, ça vient avec, puis c'est correct aussi. On peut être opportuniste aussi là-dedans. Donc, si nos gens sont plus en santé, c'est bon pour l'entreprise aussi. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, là, on passe un tiers de notre vie à dormir, l'autre tiers à travailler, l'autre tiers à faire ce qu'on veut. Alors, la partie où on travaille, est-ce que ça pourrait être plus agréable et plus valorisant? C'est un peu pour ça qu'on s'intéresse à ces sujets-là. Alors, voilà. Merci beaucoup, Charles. Aucun problème hein, pour le tutoiement. Et puis, justement, vous avez parlé en fait de la question de la santé mentale. Je pense que Martin, on en vient là-dessus. Hein. Alors, allez-y, Martin, c'est à vous. Je me pose la question où est-ce que je débute. Il y a tellement de bons commentaires. Chanel, tu parlais de responsabilité partagée, de co-responsabilité. Charles, tu parlais de l'individu. Je vais aller dans les deux perspectives. Pour moi, et Thomas, quand tu as fait l'intro, tu as parlé de mon parcours personnel, là, plus de près de 25 ans là, dans le domaine privé. J'ai travaillé en assurance collective, j'ai travaillé dans des programmes d'aide aux employés. Puis ce que je vois dans les dernières années, c'est une réelle volonté des organisations, pas juste à investir du temps, mais investir de l'argent, investir de l'énergie justement dans ce nouveau paradigme là, qui est d'inclure la santé mentale et la santé globale dans les activités de l'organisation. Écoutez, avant la pandémie, là, je travaillais pour un programme d'aide aux employés. Mon eau chapelle pour le pas le nommer à l'époque. Vous savez, c'était assez simple, c'était une relation d'affaires, c'est-à-dire, ben, j'ai un service, je l'offre à mes employés. Est-ce qu'ils l'utilisent ou pas? Ça m'importe peu. Est-ce que j'ai un retour sur mon investissement? Donc, il n'y avait pas de relation d'investissement nécessairement par rapport au programme d'aide aux employés ou même en assurance collective. C'était des services qu'on donnait à nos employés. Est-ce qu'ils l'utilisent? On voyait que la moyenne d'utilisation était relativement faible. Mais là, ce qu'on voit, et surtout la pandémie a énormément changé la donne, c'est cette volonté aux employeurs de donner des outils et que ces outils soient utilisés par les employés. Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce changement de paradigme où est-ce que l'employeur, d'ailleurs, on n'en voit presque plus d'employeurs qui ne donnent pas de services en santé mentale à leurs employés. C'est très, très rare. Donc, on voit cette volonté de donner les services à leurs employés. Maintenant, dans la perspective de l'individu, parce que j'entends beaucoup parler de responsabilité partagée, mais on dirait qu'il y a un déséquilibre où est-ce qu'on met beaucoup de responsabilités sur l'employeur. Donc, l'employeur, il faut qu'il donne les services, paie pour les services, l'offre à leurs employés. Mais qu'en est-il de la responsabilité de l'individu? Et c'est là que Relief et son ADN vient en jeu ici, où est-ce que c'est l'autogestion. Donc, l'autogestion, c'est quoi? C'est la responsabilisation de l'individu sur le parcours, sur son propre parcours vers leur établissement. Vous savez, on peut, et j'en ai vu dans ma carrière, des organisations qui offraient télémédecine, assurance collective, full package, programme d'aide aux employés, des tables de tennis, tout était en place pour une bonne santé mentale ou une bonne santé globale dans l'organisation, mais ça vient et c'était soit peu utilisé ou il n'y avait pas de responsabilité qui était vraiment prise par l'individu. Moi, personnellement, tu en as parlé, Thomas, j'ai eu à quelques reprises dans ma vie, je vis au quotidien avec une maladie mentale, donc je dois être conscient des outils que j'ai à ma disposition pour optimiser mon bien-être. C'est ça ma responsabilité. Bien que mon employeur m'offre les services, je dois être j'appelle le CEO de mon bien-être, je dois prendre des décisions. Je pourrais avoir tous les services à ma disposition, mais prendre une caisse de 24 le soir, c'est pas ça que je fais, là, je prends juste une caisse de 12. Mais disons que je ne fais pas les actions nécessaires pour aller mieux, j'aurais beau avoir les meilleurs outils à ma disposition, ben
j'y arriverai pas, on n'aura pas une bonne santé. Donc, c'est vraiment cet élément de co-responsabilité qui est très important, mais d'avoir un équilibre. On a les employeurs qui doivent offrir les services, mais on doit avoir les employés qui prennent le contrôle, qui maîtrisent et qui utilisent les services pour justement optimiser leur santé mentale et leur santé globale également. Merci Martin, pardon. Connie, justement, est-ce que ce que dit Martin, ce qu'a dit Charles, Chanel, est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que justement vous voulez rebondir là-dessus? Oui, mais tout résonne et Martin, tu viens de parler des outils justement qu'on peut avoir à notre disposition comme individu pour améliorer et maintenir notre bien-être. Parce que quand on parle de santé, si on parle de la perspective du réseau de la santé, on parle souvent de la gestion de la maladie. Mais là, la santé durable, ça va en amont de ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut maintenir justement cette santé. Et c'est grâce justement à l'adoption des saines habitudes de vie dans un environnement qui encourage un mode de vie sain. Et notre environnement, mais c'est le contexte dans lequel on travaille, on vit. On sait qu'on a cela a un grand impact sur notre santé. Et nous avons aussi un grand impact sur cet environnement-là. Alors, c'est cette perspective-là que je vais amener parce que c'est ça qu'on fait chez Lucilab, c'est on vise sur la prévention. Et on sait que justement, changer ses habitudes de vie n'est pas toujours facile, mais il y a des outils et il y a aussi des services qu'il faut mettre en place, autant pas seulement les employeurs, mais aussi le réseau de la santé. Et on doit savoir quand est-ce qu'on peut utiliser ces services-là qui soient disponibles, accessibles à tous pour favoriser une équité. Et c'est ça ce que Lucie est. Lucie, si je me permets de parler un peu de Lucie, mais c'est une application web qui va disons, avoir un petit questionnaire où les gens vont pouvoir passer ce petit questionnaire-là et ça va leur donner une photo de leurs habitudes de vie actuelles. Alors, ils vont pouvoir voir justement c'est quoi leur point de départ, où est-ce qu'ils se retrouvent par rapport à leur habitude versus leurs recommandations. Et par la suite, ils vont pouvoir avoir accès justement à des outils, plus de 150 articles sur les saines habitudes de vie, l'activité physique, la saine alimentation, les activités stimulantes, cognitivement stimulantes. Et pour des gens, justement, où c'est encore, ils ont besoin plus d'aide, plus de soutien, nous avons aussi accès à des conseillers en saines habitudes de vie qui peuvent les aider dans leur parcours de changement d'habitude de vie, que comme je le disais, c'est pas toujours facile. Ça demande un certain effort, un certain accompagnement des fois. Alors, ils peuvent avoir accès à tout ça et c'est gratuit. C'est ça dont quand je parle de vraiment avoir accès au bon service au bon moment. Alors, voilà, c'est ça notre perspective de santé durable. Merci beaucoup, Connie. C'est quand même intéressant quand on vous entend en parler. Il y a différents niveaux. On est vraiment à des paliers très différents. On parle de santé individuelle, on parle de responsabilité individuelle, de responsabilité d'entreprise. On parle de devenir CEO de son bien-être, plus particulièrement avec des outils qui sont à notre disposition, avec justement un portrait en fait qui est donné. Moi, j'aimerais savoir dans un premier temps, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites par les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui où vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, où vous aimeriez justement en fait approfondir un peu plus en fait là-dedans. Charles? Oui, je savais pas comment lever ma main, désolé. En fait, et puis pour être, on va enlever les micros. Connie, vous pouvez laisser, Martin, vous pouvez laisser les micros ouverts de votre côté. Puis moi, je vous inviterai en fait à vraiment rebondir directement sans aucun problème. Ben, juste rebondir sur ce que Martin a mentionné, là, effectivement, sur l'autogestion puis la responsabilité de chaque individu. Je pense qu'il y a une question d'empowerment, comme on dit en anglais, qui est importante. Je veux dire, le gouvernement, les ministres, votre patron, tout le monde a beau avoir tout l'argent et les programmes du monde, ça part de soi. C'est comme arrêter de fumer. Je veux dire, vous avez beau vous mettre plein de patchs sur les bras, s'il n'y a pas une volonté réelle d'arrêter de fumer, je vous passe un papier que ça va être difficile. Excusez-moi le parallèle, là, mais pour moi c'est parlant parce que ça demande une impulsion personnelle, je pense, pour y arriver. Ceci dit, il y a des gens qui ont une impulsion puis qui vivent ou qui évoluent dans des milieux qui sont difficiles, qui sont
sont réfractaires peut-être à ça. Alors ça, c'est un problème de société, puis on doit l'adresser. Puis je pense que des organisations comme la nôtre ou d'autres organisations dans le milieu politique ou qui représentent des employeurs ont un rôle à jouer là-dedans. Mais c'est vraiment une responsabilité partagée. Puis une responsabilité partagée, ben, c'est comme un mariage, c'est comme la Fédération canadienne. Il faut définir comme il faut les rôles de tous et chacun. Il faut que tout le monde y mette du sien. Et puis ensuite, on va y arriver. Mais je pense que si on se reporte par exemple, il y a 10 ans, je pense qu'il y a une plus grande conscientisation. Il y a premièrement eu une libéralisation de la parole. Ça, c'est important. On l'a vu dans plusieurs domaines. On l'a vu dans le domaine du harcèlement. On le voit maintenant dans le domaine de la santé mentale. Si nos grands-parents nous entendaient, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, ils seraient surpris de voir l'évolution du discours de la société. Donc ça, je pense, c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble concrètement. Alors, on va peut-être parler d'exemples concrets plus tard, de choses qui peuvent inspirer concrètement des milieux de travail, mais on a quand même vraiment beaucoup évolué, vitesse grand V dans les dernières années. Je pense que c'est important de le dire. Quelqu'un veut... Martin, allez-y. Ben, oui, je me permets de parler d'évolution de la société. Charles, tu as tout à fait raison. D'un point de vue santé mentale, ce qu'on a vu depuis le début de la pandémie, depuis les 3 dernières années, oui, effectivement, c'est une libéralisation de la parole. On parle dorénavant, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas un article sur la santé mentale dans les journaux ou un sujet abordé à la télévision. On en parle de façon beaucoup plus globale. Quand c'est rendu que le gardien de but du Canadien de Montréal ou un joueur du Canadien ou une personnalité publique passe à tout le monde en parle et en parle ouvertement, je pense qu'on a fait des bonds de géants. J'ose même croire que, et je vais dire quelque chose d'un peu choquant, mais je n'ai pas le choix de le dire, c'est probablement que la pandémie est la chose la plus, je ne veux pas dire la meilleure chose qui est arrivée, mais en matière de santé mentale, ça a changé complètement la donne. En l'espace de 2-3 ans, on est passé d'un niveau de tabou et de préjugés sans précédent à une libéralisation dans la société. Ceci étant dit, je constate que dans les milieux de travail, et si je le compare à la société en général, il y a un lag. Les milieux de travail sont encore en retard. Il y a encore énormément de tabous, il y a encore énormément de préjugés autour de la santé mentale qui demeurent dans les milieux de travail. Puis la raison est fort simple, c'est que on est en mode préservation là, en milieu de travail. On est en mode, ouais, mais si je parle de mon niveau d'anxiété, est-ce que je vais conserver mon emploi? Il y a encore des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils ont fait un burn-out ou qui ont fait un arrêt de travail pour dépression majeure en 2023. Il y a des gens qui sont littéralement tassés. On parle de quiet quitting, mais il y a du quiet firing aussi, où est-ce que la personne vit d'anxiété, on le tasse, et on va pas donner le dossier X, Y, Z à Martin, c'est un anxieux, il va tout nous, excusez mon langage, il va tout nous fucker ça. Là, ça, c'est de la stigmatisation silencieuse, parfois, pernicieuse, qui fait que dans les milieux de travail, ben, on perd confiance, que ce soit au niveau de la direction, au niveau des cadres ou même l'un envers l'autre. Je pense que j'en parlerai tantôt, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a encore, selon moi, un gros travail à faire en milieu de travail, en matière de sensibilisation, démythification, déstigmatisation, si on veut avancer. Donc, je ne veux pas être fataliste ou défaitiste. Il y a eu des progrès dans la société en général. Il y en a aussi qui ont lieu dans le monde du travail, mais il y a encore, selon moi, beaucoup de travail à faire. J'ai envie de rebondir sur ce que Martin vient de mentionner. Je pense que pendant la pandémie aussi, on a eu plusieurs exemples très inspirants de dirigeants dans des organisations qui ont levé la voix sur les enjeux de santé mentale qu'ils pouvaient vivre. Moi, j'entends de plus en plus des collègues oser nommer aussi les difficultés qu'ils peuvent avoir à ce niveau-là. Puis j'ai l'impression que c'est avec le courage de ces individus-là qu'on arrive à enlever un peu le stigma aussi. Je trouve qu'il y a quand même des belles choses qui se passent en ce moment, même s'il reste évidemment du chemin à faire. Mais si on peut continuer, en fait, dans cette voie-là, j'ai l'impression qu'on va atteindre en quelques années quelque chose d'intéressant. J'aimerais rebondir, et puis je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Martin, on parle justement en fait de problématiques de santé mentale et puis d'arrivée de cette pandémie en fait qui nous a dévoilé certains aspects qui étaient déjà existants en fait dans notre vie. Puis Charles, vous faites référence à vos grands-parents. Moi, ma grand-mère malheureusement est plus là, mais si ma grand-mère me voyait au travail aujourd'hui, elle me dirait mais tu vas très très vite.
très, 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 très vite. Et ça peut être en relation directe avec ce qu'on appelle justement en fait ces problématiques-là de santé mentale. Est-ce que justement en fait il y a eu une avancée majeure, il y a des tabous qui ont été levés d'une certaine manière, mais à côté de ça, la vie est allée plus vite, s'est intensifiée, donc on a quand même créé plus d'anxiété, on contribue d'une certaine manière à ce climat qui peut parfois, en fait, pour certains ou certaines, peut devenir anxiogène. Alors, je ne sais pas si vous vouliez justement, je suis désolé Charles, je rebondis vraiment sur les grands-parents qui regardent avant et aujourd'hui. Moi, c'est certain qu'elle me dirait, vous êtes rendu un peu fou d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas comment vous réagiriez par rapport à ça. Moi, je dirais juste rapidement, si je peux faire une image, le dossier dont on parle, c'est un peu comme un tuyau. Là, on parle qu'on a l'extrémité, le bout du tuyau, on l'élargit parce que ça devient plus sain, plus normal de parler de ça, mais malheureusement, on élargit aussi l'entrée du tuyau qui est justement la demande de travail, la pression qu'on se met. Et ça demeure un problème. Bon, c'est difficile de faire des généralités parce que ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Quelqu'un qui travaille sur une chaîne de montage pendant 12 heures, puis quelqu'un qui a 350 courriels à gérer dans une journée, c'est peut-être pas les mêmes muscles ou les mêmes exigences mentales, mais le niveau de stress peut être similaire. Alors, des fois, c'est même difficile maintenant de faire des parallèles entre des secteurs d'activité parce que ça réfère beaucoup à la capacité interne, la capacité mentale, la capacité physique et psychologique de chaque personne. Donc, moi, ça me préoccupe. Et puis je fais un parallèle, je donnais l'image des courriels. Hein. Je serais curieux de voir dans les gens qui nous écoutent, quand votre boîte courriel monte, on a tout notre chiffre magique qu'on est capable de traiter mentalement. Là. Il y en a que quand ils ont 50 courriels, ils paniquent. Il y en a d'autres, ça prend 1000. Et quand on atteint ce chiffre-là, souvent, ça devient une source d'anxiété importante. Des fois, c'est difficile pour plusieurs personnes de comprendre ça. Mais ça peut être aussi banal que ça, une source d'anxiété. Alors, il va falloir travailler sur l'entrée du tuyau, là, sur la charge de travail qu'on demande aux gens, compte tenu de leur personnalité et de leur capacité aussi. C'est pas one size fits all, cette histoire-là. Pour un rôle donné, quelqu'un peut pas traiter les informations et le stress de la même façon que nous. Oui, hein, complètement. Hein. Je ne sais pas si vous voulez rebondir ou alors on y va sur une question qui est un peu plus globale parce que Martin, en fait, on commence à parler en fait de solutions. Je pense que Chanel, vous en avez parlé aussi. Connie, vous avez des outils en fait qui sont à la disposition de ces personnes. Groupe Entreprises en Santé, ça fait déjà plusieurs années en fait qu'ils sont présents et puis ils ont vu très certainement en fait l'évolution. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait en fait que toutes les entreprises aujourd'hui, ça ne soit pas en fait leur priorité, on va dire absolue. Et puis je pense qu'à certains niveaux, vous pouvez y répondre de votre côté. Puis après, on ira sur les outils en fait pour faire en sorte que on arrive à arriver peut-être à un niveau équivalent pour toutes les entreprises ou alors à une sorte de tronc commun, quelque chose comme ça, à voir. Hein. Donc, je ne sais pas qui voudrait rebondir par rapport à ça ou qui voudrait répondre à cette première question-là. Je peux la prendre. Jeannette, tu voulais y aller? Non, à toi l'honneur, Martin. C'est gentil. Moi, je pense qu'on est en période de transition actuellement. Quand on regarde traditionnellement, j'en ai parlé d'entrée de jeu, là, que les outils disponibles, c'était, les outils traditionnels, PAE, assurance collective, là, la télémédecine est entrée dans nos vies un peu avant la pandémie, mais ça l'a accéléré durant la pandémie. Je pense qu'on est en transition où est-ce que les organisations réalisent de plus en plus que oui, les services, c'est intéressant, mais il faut aller dans une démarche beaucoup plus approfondie. Il faut aller creuser la question, il faut changer la culture, en fait. Il faut que ça s'intègre dans quelque chose d'inclusif. Quand je parle d'inclusif, c'est d'être capable de dire que la santé mentale, c'est pas une petite chose qu'on s'occupe une fois par année parce que c'est la semaine de la santé mentale ou c'est la journée belle cause. C'est à l'année longue. Le fait d'avoir des services à l'année longue, c'est pas une stratégie en santé mentale ou en santé durable. Je suis désolé, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, ce que je constate, c'est relief parce qu'on offre des services aux entreprises, c'est toujours un peu le même, je le décris pas, mais je vois qu'il y a une transition. C'est que maintenant, les organisations nous appellent et disent, j'aimerais faire une conférence en milieu de travail parce que je juge que la santé mentale, c'est important. J'applaudis l'initiative, je trouve ça magnifique. Mais encore, comment cette conférence s'introduit dans une stratégie à long terme?
ah ben on a un PAE, puis alors on revient aux outils traditionnels. Il faut que ça soit dorénavant inclus dans la stratégie, dans le plan stratégique de l'organisation. Parce que s'il y a un autre tabou, j'ai parlé tantôt de tabou de société, mais il y a un tabou dans le milieu des affaires, c'est que qui dit on peut pas parler d'argent ou de bénéfices ou de rentabilité, de productivité et de profitabilité et santé mentale dans la même phrase. Moi, je me porte en faux à ça, je trouve ça, ça n'a pas de sens. C'est le contraire. Si on parle de santé mentale et on met les outils et on fait la bonne stratégie pour le bien-être de nos employés, tout ce que je viens de nommer, productivité, rentabilité, engagement, vont automatiquement, on va avoir un retour sur ces éléments-là. Je pense que les organisations sont en transition. Ils commencent à le comprendre, mais ils vont commencer à tâtons. Ils vont dire, ben, on n'a pas trop de budget parce qu'on n'a pas trop planifié une stratégie globale. C'est normal. Mais je pense que c'est Chanel qui l'a bien dit il y a quelques minutes. Dans 3, 4, 5 ans, on va faire un autre panel similaire, puis on va avoir un autre discours parce que ça va avoir été introduit dans la culture, dans les stratégies organisationnelles. Puis je terminerai juste avec un dernier point. Vous savez, les lois, parfois, accélèrent les choses. La loi sur l'obligation des organisations à évaluer les risques sociaux qui a été introduit par le CNSST, qui est applicable et qui va s'accélérer dans les prochains, vont emmener les organisations à être dans l'obligation de faire quelque chose pour la santé psychologique. Et ça, c'est un game changer. Quand tu obliges les organisations à faire quelque chose, on l'a vu dans le passé, mais ça peut également amener des changements. Donc, il y a une volonté, mais il y a aussi l'obligation. Mais on demeure en transition vers un nouveau modèle et on s'éloigne du modèle traditionnel qu'on connaissait dans les années 90, 2000, 2010. Chanel, Connie, je vous vois, Coniane, je vous vois vraiment hocher de la tête. Est-ce que oui, Coniane, allez-y. Oui, Martin parle de justement un changement de culture au sein de l'entreprise même, puis je suis tout à fait d'accord. Nous qui travaillons dans la prévention, puis c'est une start-up qui travaille vraiment dans le domaine de prévention. Alors, il faut justement qu'on mette des outils en place pour les employés, pour nos employés, pour justement tout ce qu'on nous dit, ces journées de ressources humaines où on nous sensibilise par rapport à des actions à prendre par rapport à notre santé, parce la réalité fait que maintenant on passe pas mal de notre temps, 8 heures assis dans notre journée. Puis on sait que c'est pas sain. Alors, justement, comment est-ce qu'on on facilite une prise d'action des individus par rapport à ça? Alors, c'est dans ce changement de culture, il faut que les valeurs des entreprises soient justement le bien-être des employés. Ça soit, puis on met des actions concrètes qui partent dans tous les niveaux. Tout d'abord de la direction jusqu'aux employés. C'est donner des temps d'arrêt, de temps justement où on va aller prendre une marche, où on va aller déconnecter un peu, on va prendre de temps pour peut-être méditer en 5 minutes de méditation avant une rencontre ou en 5 minutes d'étirement après une rencontre. Mais c'est des choses qu'on commence à faire justement au sein des entreprises pour mettre des actions à ces changements de culture-là. Fait que oui, je pense que c'est important justement de prendre le temps pour pouvoir mettre ces actions-là en place de façon continue. Continue. Hein. Chanel, vous vouliez rebondir également. Hein? Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ajouterais, je pense, la question de départ qui était posée, Thomas, c'était pourquoi c'est pas toutes les organisations en ce moment qui mettent ça en priorité. Puis je sais pas si j'ai à 100% cette réponse, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de conviction. Hein. Nous, on a la chance, en tout cas dans mon organisation, d'avoir une présidente qui a des études en psychologie. Donc, c'est plus facile peut-être parce qu'elle est convaincue en fait de ce que Martin mensitionnait, que si on a une équipe en santé, on va avoir une équipe qui va performer. Donc, cette chaîne de valeur, cet impact positif sur les affaires, en fait, de notre entreprise, pour elle est claire. J'ai l'impression que c'est pas encore tous les dirigeants qui ont fait ce même constat. Donc, il faut, je pense, en ce moment, il y a quand même un terreau fertile à cause de ce que Charles mentionnait.
compte tenu d'une pénurie de talents là, qui commence à se ressentir, en tout cas dans certains secteurs, beaucoup même. Il y a peut-être un avantage concurrentiel qui se crée par toutes ces initiatives-là qu'on peut mettre de l'avant pour l'expérience employée et tout ça. Donc, ça devient, je pense, un bon momentum, en tout cas pour les professionnels en ressources humaines ou pour tous les acteurs dans les organisations, d'amener des nouvelles idées. Même si les dirigeants l'ont pas fait par eux-mêmes là, comme une priorité, je pense qu'il y a quand même l'opportunité puis le devoir d'agir en ce moment. Puis je suis convaincue que, pardon, c'est ma montre qui est partie, j'aurais dû l'enlever, mais je demeure convaincue en fait que si les organisations prennent pas le pas en ce moment, ils vont payer le prix plus tard, que ce soit par des employés moins en santé, moins performants, ou que ce soit par des enjeux de recrutement ou d'attraction. C'est vraiment le temps d'agir puis de le mettre au cœur des priorités. Chanel, je pense que la montre disait justement que si les entrepreneurs ne le font pas, c'est pas gentil. Je pense que c'était un message qui leur a été destiné. Ça arrive, et puis Charles, c'est peut-être une question qui est plus pour vous à cet effet-là. J'avais eu la chance en fait d'être dernièrement à une conférence où Monsieur Dubé, notre ministre de la Santé, parlait en fait de la différence entre l'importance et l'urgence. L'importance d'agir et l'urgence d'agir. Et puis, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des entreprises actuellement, là, il y a toujours des urgences qui arrivent. Donc, on parle de pénurie de main-d'œuvre. L'intelligence est en train d'arriver. L'intelligence artificielle va devenir, en fait, une urgence aussi à un certain moment donné. On va arriver, en fait, avec peut-être d'autres pandémies qui vont arriver et puis qui vont amener, en fait, d'autres urgences. On a toujours l'impression, en fait, que c'est important d'investir dans la prévention, d'investir dans la qualité de vie des employés et de faire en sorte justement que tout le monde soit sensibilisé. Mais on a toujours l'impression en fait qu'il y a une urgence qui arrive et qui remet au dernier niveau en fait cette chose-là. Et puis que des personnes comme Martin, des personnes comme Chanel et puis même des personnes comme Connie, en fait au final ont besoin de mettre beaucoup plus d'efforts nécessaires pour arriver en fait à cette transformation-là. Est-ce que je me trompe ou on est en fait là-dessus? Parce que Charles, il y a d'autres problématiques qui s'en viennent là. Et puis je pense que vos membres vous en parlent très régulièrement, non? Oui, désolé. Non, vous avez tout à fait raison. Puis moi, je pense qu'il y a une confusion je ne sais pas des genres, là, mais il y a une confusion en général, justement, entre l'importance et l'urgence, entre autres dans nos organisations. Parce que oui, bon, là, vous me parlez de la question d'investir. Effectivement, il y a une importance dans certains secteurs. Pour plusieurs entreprises, il y a une urgence aussi. Moi, je prétends, par contre, qu'il y a plusieurs entreprises qui prennent le dossier à bras-le-corps et qui font des changements. Je voyais dans les commentaires des gens qui disaient comment on fait pour inciter nos employeurs. Ben moi, effectivement que je pense que les employeurs ont un rôle, mais vous aussi, les employés, vous pouvez choisir des employeurs qui ont fait ce choix-là aussi. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Moi, si j'étais un employé dans une organisation qui, je considère, ne me traite pas convenablement en matière de santé globale et durable, je mettrais mon CV à jour. Je devrais peut-être pas dire ça, mais je le dis quand même. Puis j'irai peut-être voir ailleurs si j'y suis, parce que le marché du travail le permet en ce moment. Puis ça va forcer les récalcitrants à se poser des questions. Puis, je vais revenir à la question que vous me posez, mais je veux aussi mentionner qu'il y a le train de la pénurie de main-d'œuvre, mais il y a le train aussi de la réforme de la santé-sécurité au travail qui est important. Moi, je siège sur le CA de la CNSST, fait qu'on parle beaucoup de la réforme en ce moment de la loi sur le régime de santé-sécurité au travail. Donc, des impératifs que les employeurs doivent mettre en place pour maintenant aussi limiter les risques psychosociaux. Donc là, c'est plus simplement de pas se couper un bras ou de pas se faire blesser au travail. La question des risques psychosociaux fait partie intégrante de la réforme. Donc, ça reste à préciser. Je vous avoue que ça peut être un sac fourre-tout assez problématique là, quand vient le temps d'y aller en détail. Mais de façon conceptuelle, tout le monde est d'accord que la santé au travail, puis maintenant le législateur est d'accord, ça passe aussi par de la santé globale, puis une santé psychosociale qui tient la route aussi. Fait que moi, je pense que ça, en plus de la volonté des entrepreneurs, il y a maintenant une espèce de carcan qui se referme un peu autour de comment on définit ça en milieu de travail.
Fait que ça vient préciser l'urgence aussi, parce qu'avec ça va venir des investissements à la limite obligatoires. Et c'est correct comme ça. N'hésitez pas, hein, si vous voulez. Merci beaucoup pour la réponse. C'est quand même très intéressant, en fait, cette conversation-là. Et puis, c'est surtout, en fait, le train est en train de rouler et puis on est en train de construire en même temps, en fait, certaines pièces au fur et à mesure. C'est tout à fait normal. Cette règle-là, en fait, de la CNESST, elle est quand même très, très importante. Et puis, comme vous dites, il y a des champions. En l'espace de quelques instants, est-ce que vous pourriez me nommer, justement, en fait, l'initiative que vous trouvez la plus inspirante en matière de santé durable dans une entreprise de votre choix, bien sûr, là, quelque chose, en fait, qui vous a marqué plus personnellement et puis qui serait, en fait, intéressant à partager aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Chanel, allons-y. Ah, ben, en fait, j'ai envie peut-être d'en nommer une qu'on fait dans mon organisation, mais aussi par humilité, puis pour inspirer aussi ceux qui nous écoutent, je vais en nommer une dans celle d'une organisation que j'admire beaucoup. Donc, chez Brio, je vais commencer. On a défini, nous, on a tout un parcours d'intégration de nos nouveaux conseillers. On est une firme conseil, si vous ne l'aviez pas encore compris. Mais donc, les gens, ils arrivent chez nous, ils ont toutes sortes de modules, donc ils doivent suivre évidemment sur du savoir-être, sur du savoir-faire, donc des compétences plus soft skills et plus techniques aussi en management. Et on a choisi, nous, dans les dernières années, d'investir dans le développement d'un parcours qui s'appelle le mieux-être en service conseil. Le secteur dans lequel on opère, c'est un milieu qui est assez exigeant, hein, qui comporte des risques psychosociaux. Par exemple, souvent, les gens, ils vont faire quand même pas mal d'heures de travail pour bien accompagner les clients, sont souvent très engagés, donc ça peut mener là, à toutes sortes de problématiques, puis on en a bien pris conscience. Donc, on a choisi d'agir de manière préventive en forçant en fait cette étape-là dans leur parcours d'intégration. Donc, très rapidement, dans leur intégration, ils ont des ressources, ils ont du coaching aussi de leur pairs, ils peuvent et découvrir un peu les bonnes pratiques là, sur tout ce qui est santé globale. Puis on le voit vraiment d'une manière très holistique, donc pas juste le sport ou l'alimentation, mais ça va aller vraiment sous tous les angles, là, y compris trouver du sens dans son travail, avoir du temps là, dans sa vie personnelle. Donc, c'est un parcours là, sur 2 mois où ils ont des capsules de formation, de sensibilisation, puis de l'accompagnement. Et puis, ça fait 2 ans qu'on fait ça, puis à chaque cohorte, là, c'est vraiment très apprécié. Je pense que des initiatives comme ça dans les entreprises, ça peut vraiment aider beaucoup. Puis ça me fait penser un peu au service, en fait, que Nian nous partageait, là, mais c'est en personne plutôt que via une application, puis c'est via l'organisation, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Puis enfin, l'autre initiative que j'ai vue dans une autre organisation qui m'a beaucoup inspirée, moi, c'est Tout est loup, qui était un des gagnants là, du prix Distinction Entreprise en santé dans les dernières années. Ils ont, eux, une approche là, 100% flexible et personnalisable de tout ce qui est présence au travail, vacances, etc. Donc, les employés, quand ils sont recrutés, ils peuvent tout choisir en fonction de leurs besoins, en fonction de leur réalité. Je pense que tout le côté flexibilité, le côté personnalisable de l'expérience employée en fonction des différentes phases de vie, des différentes réalités, c'est vraiment quelque chose à explorer dans les prochaines années pour les organisations, évidemment, qui peuvent se le permettre, là, mais voilà. Merci, Chanel. Connie, on continue avec vous. Connie Anne, à vous. Bon, moi, je voudrais justement parler de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nous. Quelles sont les actions qu'on peut poser dans notre quotidien là, pour justement améliorer notre santé. Fait que c'est vraiment, je voudrais faire ça en 5 étapes simples, si vous me permettez. Alors, tout d'abord, mais c'est prendre conscience de nos habitudes de vie actuelles. Alors, cela va nous permettre de connaître nos points de départ et identifier quelles sont les habitudes là, qu'on doit changer et qu'on peut changer, qui sont accessibles pour nous. Par exemple, on peut faire ça à l'aide d'un compteur de pas avec notre appareil. Maintenant, on a tous ces outils-là pour faciliter la tâche ou juste prendre conscience là, de ce qu'on fait dans notre quotidien.
ce qui va nous permettre de passer à l'étape 2, qui est vraiment d'identifier ce qu'on veut changer. Puis quand on veut changer quelque chose, mais de ne pas se lancer sur plusieurs choses, vouloir tout changer, parce que des fois, on est dans le tout ou rien, mais c'est vraiment de faire de petits pas et c'est de donner un objectif très, très précis. Alors, un objectif SMART qu'on appelle. Alors, ça doit être spécifique, réaliste et mesurable pour voir notre progrès dans le temps. Par exemple, si on veut augmenter notre niveau d'activité physique, mais on doit se dire, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Mais je veux, par exemple, me dire marcher 20 minutes 3 fois par semaine au moment après le petit café matinal et juste le mettre à côté d'une habitude qu'on a déjà en place. Ça facilite l'adoption de cette nouvelle habitude parce que ça va être mon rappel et mon déclencheur en même temps. Et par la suite, mais ça serait l'étape 3 là, de planifier. Il faut planifier chaque fois qu'on veut faire un certain changement dans notre vie. On doit envisager, mais l'environnement, est-ce que je dois me lever plus tôt pour marcher 20 minutes? Est-ce que je dois avoir un imperméable pour marcher même s'il pleut? Est-ce qu'il y a un parc à côté de chez nous? Est-ce que je peux faire ça? Alors, planifier va nous permettre justement d'envisager les obstacles à venir et chercher du soutien aux besoins. Chanel, tu parlais justement de ce programme de pair qui peut être en soutien, puis c'est toujours important de chercher du soutien. Ça peut être en virtuel, rejoindre un groupe Facebook pour juste nous motiver ou un groupe de marche avec qui on peut marcher de manière de voisine ou dire à un de nos collègues, je me suis donné cet objectif-là, est-ce qu'on marche, toi de ton côté, puis moi du mien, avant notre rencontre, par exemple. Et 5, finalement, mais suivre notre progrès. Alors, ça peut être à l'aide d'un petit calendrier où on dit, OK, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Ça va justement nous encourager et nous permettre de continuer vers ces changements de vie pour que ça devienne durable. Merci, Coniane. Je reviens à la question, par contre. Puis, la question, c'est un exemple d'une entreprise ou d'une initiative qui a été mise en place par une entreprise. Je suis désolée, moi, je trouve ça très inspirant en tant que tel. Là. Oui, je connais pas beaucoup. Je peux parler de la note vu que. Ben voilà, c'est parfait. Comme je vous disais, c'est exactement ça. C'est parfait. Comme je vous disais, on est dans la prévention, alors c'est sûr qu'il faut qu'on applique nous-mêmes ce qu'on dit. Alors, on a eu justement il y a 2 semaines une journée de ressources humaines où on a vu ensemble justement comment est-ce qu'on peut améliorer notre position. Par exemple, on passe beaucoup de temps devant l'écran, alors justement comment est-ce qu'on peut améliorer notre ergonomie au travail. Juste le fait de regarder par exemple devant l'écran, mais ce n'est pas sain. Toute la journée longue fait qu'il faut juste prendre une petite pause puis regarder vraiment plus loin. C'est bien pour notre santé des yeux, par exemple. Alors, c'est juste d'avoir ces journées-là où on nous sensibilise et après ça, mettre des systèmes en place pour que les employés puissent mettre des actions concrètement. Fait que c'est ça ce qu'on fait dans notre entreprise et je pense que nous avons aussi un programme de pair, là, justement, où on s'encourage par rapport à les difficultés qu'on peut vivre au quotidien. Juste un collègue qui est dans l'entreprise puis qui vit les mêmes difficultés, juste de s'en parler, peut faire beaucoup, beaucoup de bien. Grosse différence. Ouais. Merci beaucoup, Martin. Ben, je vais être plate parce que je répondrai pas directement à ta question parce que il y en a des milliers d'initiatives qui sont. En fait, il n'y a jamais de mauvaises initiatives, d'après moi. Je pense que l'erreur que beaucoup d'organisations, les 2 erreurs que beaucoup d'organisations font, c'est qu'ils implantent des mesures ou des initiatives sans en évaluer si c'est vraiment ce qui est nécessaire ou c'est parce qu'ils ont copié ce que le voisin a fait puis qu'ils ont eu un bon résultat dans ce milieu de travail-là. Un exemple que j'ai vu récemment, je ne le nommerai évidemment pas, mais une organisation a implanté la 4 jours semaine. Ça a bien fonctionné parce que ça a été bien communiqué, ça a bien été géré. L'organisation a dit, parfait, on annonce 4 jours semaine. Ça a été un foutu bordel. Pourquoi? Parce que les gens se sont retrouvés à faire 5 jours, de faire la même tâche et la même charge de travail en 4 jours et les gens arrivaient le vendredi, puis finalement, ils continuaient à travailler. Alors, ça a été un échec monumental. Donc,
Mon point le suivant, c'est que quand on veut faire une initiative, il faut connaître notre milieu de travail, il faut connaître les besoins des employés, puis il faut les sonder, il faut leur demander qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce qui pourrait marcher ici. Donc, c'est un travail, on parlait de responsabilité partagée, mais c'est aussi une responsabilité partagée de mettre des initiatives en santé mentale. Assoyons-nous, ça peut être un comité paritaire, ça peut être avec des employés, avec employeurs, des gestionnaires, et être en mesure de dire, bon, quels sont les enjeux? On regarde les KPI de l'organisation, les absences, la durée des absences. On peut regarder les faits, mais on peut regarder également un peu plus au niveau du cœur. Qu'est-ce qui nous ferait du bien? C'est-tu d'inclure des cours de yoga? C'est-tu des pauses? C'est-tu la marche? C'est-tu la semaine de 4? Toutes ces initiatives sont bonnes s'ils sont faits dans un cadre où est-ce qu'on s'est concerté et on sait puis qu'on est en mesure de le mesurer par la suite. L'autre point, toute initiative en santé mentale et santé mieux-être est vouée à l'échec s'il n'y a pas une adhésion complète de la haute direction. Je ne parle pas ici là, des ressources humaines, no disrespect pour les gens des ressources humaines qui font un travail exceptionnel, mais ça prend une adhésion complète et une communication claire de la haute direction. Et là, on parle des C-suites, on parle des entrepreneurs en chef, des présidents qui disent l'initiative qu'on va mettre en place, elle est importante pour moi, la nommer au jeu, et aussi, je vais l'appliquer. C'est en bon québécois, on dit il faut que les bottines suivent les babines, hein? C'est ce qu'on dit. Il faut que ça soit une initiative qui soit complètement comprise, adhérée de la part de la haute direction, parce que sinon, ce qui arrive, les gens n'y adhèrent pas, voient un peu de cynisme, bon, une autre façon de mettre un petit crochet sur la checklist. Donc, ça prend cette adhésion et une communication claire de qu'est-ce qui va être la suite des choses et comment on va le mesurer dans le temps. Fait que, excuse-moi, Thomas, je n'ai pas nécessairement répondu à ta question, mais je voulais quand même préciser cet élément-là. C'est très bon, Martin. Alors, Charles, est-ce que vous allez répondre à la question ou est-ce que vous allez rebondir sur ce que dit Martin? Moi, pas Je vais d'ego là-dedans, hein. Il y a zéro peut-être ego là-dedans. rebondir un petit peu parce que dans le fond, c'est ça. On peut donner des exemples. Puis après ça, les gens font des recherches puis là, veulent implanter exactement ce qu'ils ont vu dans une autre entreprise. C'est rare que ça fonctionne. L'idée de l'affaire du 4 jours semaine, j'ai visité une entreprise manufacturière, là, pas dans le secteur des services tertiaires, qui a décidé de fermer le vendredi complètement. Je pense qu'ils fabriquent des vélos, je me rappelle bien. Ça a été un succès, alors que dans d'autres entreprises, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je vous dirais que l'entreprise qui mérite d'être soulignée, c'est l'entreprise qui demande à ses employés c'est quoi qu'ils veulent. Et essayer de s'approcher le plus possible. C'est rare qu'on va y arriver complètement, mais s'approcher le plus possible de ça. Donc, si vous avez des employés qui sont beaucoup, des jeunes qui sont beaucoup actifs, on peut avoir des programmes physiques, d'activité physique, exemple, qui peuvent être plus présents. Vous avez des gens un petit peu plus intello, il faut apporter d'autres choses aussi. Je donne un exemple. Nous, on participe au défi OSE, comment ça s'appelle? Mon Dieu, pourtant, je vais y aller parce que je m'en allais dire justement, faut que les dirigeants y aillent aussi, mais le défi Ose entreprendre, je pense, ça s'appelle en juin. Bon, alors on participe à ça. Donc, on fait beaucoup d'événements pour la santé physique, mais aussi, on a parti un club de lecture récemment. Donc, vous serez surpris du nombre d'employés qui participent à ça, qui lisent tous le même livre, puis en discutent le mercredi une fois par mois. On a aussi été, la semaine passée, on a beaucoup d'initiatives, nous, avec les peuples autochtones pour essayer de mieux comprendre la réalité économique, tout ça. Donc, la semaine passée, on est allé au théâtre. Donc, je dirais que le quart des employés, on est allé au théâtre ensemble voir une création autochtone, justement, au théâtre Jean Duceppe à Montréal, qui est excellente d'ailleurs, qui termine samedi. Donc, c'est des exemples. Je pense qu'il faut y aller de façon holistique. Il ne faut pas, tu sais, on a un montant X qu'on peut investir là-dedans comme entrepreneur. Mais si on met tout dans un programme pour dire, bon, j'ai fait de quoi, on passe au prochain, bien, il y a peu de chances que ça touche tout le monde. Et puis, l'implication de la haute direction, c'est super important. Tu sais, puis, je vais vous donner un exemple. Je vous donne des exemples de moi. Là. On est loin d'être parfait. Mais la politique de télétravail, moi, je pense que pour les secteurs d'activité qui peuvent se le permettre, c'est déjà un baseline intéressant d'une meilleure gestion de la santé durable. Parce que même si les gens travaillent souvent aussi fort, peut-être même plus à la maison, il reste qu'ils sont toujours bien à la maison, dans un contexte de parents, d'aidants naturels, de ce que vous voudrez. Ça fait quand même une bonne différence.
Mais si vous instaurez une politique de télétravail, puis que finalement, tous les présidents, les vice-présidents passent leur semaine au bureau pour une raison X, Y, Z, vous êtes un jeune ambitieux qui veut réussir, bien, qu'est-ce que ça en va comme message? Donc, moi, je vous dis ça, je vous donne un exemple. Moi-même, des fois, je me force à pratiquer la politique de télétravail parce que je me dis, si je suis tout le temps là, ben là, les vice-présidents veulent venir aussi. Puis là, ça finit finalement que qu'est-ce que ça envoie comme message alors qu'on veut vraiment que ce soit une politique d'entreprise importante qui définit qui on est. Alors, peut-être des petits exemples comme ça, mais je pense que donner du temps, donner une santé physique, mentale, puis valoriser tous ces éléments-là, c'est la recette là, du succès jusqu'à présent. Merci, Charles. Je pense que ça conclut bien en fait l'échange. On va prendre maintenant 2 questions du public. De toute manière, les personnes, s'il y a d'autres questions qui émergent, on répondra en fait par la suite à travers nos différents réseaux sociaux. C'est quand même très intéressant ces choses-là. La première question en fait qu'on avait, et puis là justement en fait on a parlé Charles du 4 jours de travail. Martin aussi, vous en avez fait mention en fait en tant que tel. Certains qu'il y a des études anglaises qui sont sorties dernièrement en fait qui parlent de ce ralentissement-là. Si c'est un ralentissement en fait qu'on veut appliquer en fait dans notre vie de manière générale et puis même au niveau de nos entreprises, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place en fait pour que ça puisse fonctionner? Chanel, je vous vois opiner de la tête. Je ne sais pas si vous avez une raison ou enfin une solution par rapport à ça de votre côté. Non, j'opinais de la tête. J'écoutais activement, mais si quelqu'un veut la prendre, cette question, je passerai la main. Ben, je peux la prendre. On parlait tantôt de vitesse grand V. C'est Thomas, je pense que tu parlais du grand-parent qui constate que on vit tous à une vitesse très folle, surtout dans le milieu de travail. Charles, tu mentionnais tantôt, même chose de ton côté. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai vu des gens faire des burn-out à travailler 20 heures semaine. Et je vois des entrepreneurs travailler 60 heures semaine et être en très bonne santé mentale et en très bonne santé physique. Et c'est des gens qui ont un bien-être global exceptionnel. Il faut arrêter de voir la performance égale le nombre d'heures qu'on fait ou la vitesse qu'on œuvre. Il faut revenir à un concept, c'est un concept qu'on parle de plus en plus de saine performance. Pour moi, le ralentissement, c'est cette saine performance-là. Personnellement, je sais que je fais plus que le 35-40 heures requis. Il m'arrive parfois de travailler la fin de semaine, mais je m'octroie dans mon horaire des moments où est-ce que je prends du temps pour moi. C'est ce que j'appelle l'autogestion, où est-ce que je dois déconnecter, je dois me ressourcer et je dois faire des choses qui me font du bien. Et ça peut se passer parfois à 3 heures l'après-midi, un jeudi, comme ça peut se passer un samedi matin. Le modèle traditionnel du travail a été complètement bouleversé dans les 3 dernières années et va continuer de l'être. Je pense que le 9 to 5 du lundi au vendredi est en train de disparaître. Pas dans tous les secteurs, mais on voit qu'il y a une plus grande flexibilité. Chanel t'en a parlé tantôt. Donc, c'est cette espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre performance et également bien-être. Et je pense qu'on est capable de le faire. Là où est-ce que ça dérape, c'est quand on associe le nombre d'heures ou le nombre de tâches accomplies en un laps de temps court comme étant, ben moi, je suis performant. Ça, c'est un vieux modèle qui, selon moi, est désuet. Il faut le revoir. Fait que, je suis d'accord avec le 4 jours semaine, mais moi, je pense que je suis plus de l'apôtre de, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais pour optimiser mon temps? Et là, je ne parle pas de gagner du temps ou d'être plus efficace avec des applications ou ChatGPT qui va faire mes textes. C'est d'être capable de dire, OK, je ressens, je suis capable de connaître, évaluer, choisir, agir. Ce que Connie a mentionné tantôt, d'identifier. Oups, je vais moins bien ce matin, je vais prendre un 30 minutes pour prendre une marche, faire du yoga, faire du vélo. Ou cet après-midi, ben, je ne prends pas de rencontre, je me concentre sur mon plan stratégique sur lequel je voulais travailler au lieu d'être un peu dispersé à droite et à gauche. Fait que, encore une fois, je suis pas à 100%
pas sûr d'avoir répondu à 100% à la Non, question, mais moi, pour Martin, moi, je trouve que la réponse est excellente, vraiment excellente. Et puis, j'aime beaucoup la saine performance. C'est quand ouais. même très, très intéressant, en fait, ce terme-là. Je pense que j'ai vu Charles opiner à quelques reprises aussi. Donc, Charles, peut-être si vous voulez. Non, encore une fois, Martin résume bien ce que je pense, donc je n'ai rien à ajouter. Parfait. On va aller vers la dernière question. Et puis, c'est une question qui est toujours la même, hein, de toute manière. Et puis, on se le dit de notre côté. Cet échange qu'on a aujourd'hui, c'est des échanges qui ont eu lieu au cours des dernières années aussi. Groupe Entreprise en Santé, en fait, en a fait vraiment son cheval de bataille. C'est, on aime beaucoup dire, en fait, que l'éducation, c'est la répétition, d'une certaine manière. Donc, c'est pas la première fois qu'on en parle, ça sera pas la dernière. On se retrouvera peut-être, Martin, dans 3 ans. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'invitation. On se retrouvera dans 3 ans et puis la conversation sera peut-être encore la même, mais avec des enjeux qui seront complètement différents. Ça dépendra en fait d'une multitude de choses. Mais là, de ce qu'on voit en fait dans le chat qui est posé comme question, c'est quels sont les incitatifs par contre qu'on doit mettre en place au niveau d'une entreprise, parce que on voit certains irritants à certains égards. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui doit offrir en fait des subventions par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'on y va en fait davantage sur un niveau légal comme la CNESST en fait est en train de le faire de son côté? Est-ce qu'on y va en fait sur la bonne volonté en fait des entrepreneurs pour justement attirer davantage? Ça, j'aimerais vous entendre peut-être individuellement en fait par rapport à ça et puis on conclura après de notre côté. Ça vous convient? Mhm. Je peux peut-être débuter, puis n'hésitez pas à renchérir. Je pense souvent un des freins à cette question-là, c'est évidemment la question de l'argent, donc le coût des initiatives, puis aussi la question du temps. Donc, il va falloir que quelqu'un s'en occupe de ces initiatives-là et tout ça. Puis, j'ai l'impression que parfois, on voit les choses de manière peut-être trop complexe, trop grosse au début. Il y a toutes sortes de ressources qui sont gratuites qu'on peut mettre de l'avant. Il y a toutes sortes d'initiatives qui, à peu de frais, là, si on prend quelques moments là, pour designer quelque chose, peuvent être proposées. Puis, quand on conçoit les choses de manière holistique, peut-être que beaucoup d'organisations vont se rendre compte qu'ils font déjà plusieurs belles choses, puis qu'il faut peut-être juste les mettre de l'avant un peu différemment. Charles partageait des exemples je pense que c'est une sortie théâtre, quelque chose comme ça, là, tantôt, je sais pas si j'ai bien compris, mais ça c'est pour moi, c'est une manière de promouvoir du mieux-être. Il y a un côté plaisir là-dedans, un côté être ensemble, puis ça fait partie d'une bonne santé globale. Donc, j'ai l'impression qu'il faut concevoir un peu les choses différemment, puis le piège, c'est que parfois, il y a certaines solutions en termes de santé qui sont coûteuses. Il y a des gens qui font des affaires avec ces produits-là nécessairement. Donc, si on les considère comme notre seule option, on peut se trouver réfractaire, mais il y a certainement des choses qu'on peut faire bien avant ça. Donc, j'inviterais les gens à penser les choses sous différents angles avec d'autres lunettes. Merci beaucoup, Chanel. Coniane? Oui, mais je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est que chaque individu a des besoins très personnels. Fait qu'il faut, je pense, personnaliser justement ce qu'on met en place pour chaque employé. Et c'est là, ça se passe par justement une conversation ouverte et être beaucoup à l'écoute de nos employés. Par exemple, tu sais, j'ai des employés que l'hiver, c'est plus difficile à cause de la luminosité. Mais on met des choses en place pour qu'ils puissent peut-être travailler à une autre vitesse. Mais l'été, c'est différent. D'autres employés ont besoin de peut-être une sieste qui va leur recharger, une sieste de 20 minutes à l'heure du midi, mais ça va justement recharger leur batterie. Puis on sait justement, plein d'études ont prouvé que des employés qui sont qui prennent soin de leur santé, mais ils vont performer mieux. Alors, je pense que ça va être ça le défi de maintenant. Ce que je vois, c'est de personnaliser les actions qu'on va mettre en place pour les employés. Super. Charles? Très rapidement, pour qu'un dirigeant prenne des décisions qui vont dans le sens de ce qu'on a parlé aujourd'hui, moi, je vois
trois façons que ça arrive. Premièrement, ça vient de son conseil d'administration, donc ça vient de ses propres dirigeants. Donc, l'importance aussi d'influencer pas juste les présidents, les présidentes, mais tout l'écosystème qui tourne autour de lui. La deuxième raison, ça pourrait être c'est plate, mais une raison personnelle, qui fait que quelqu'un, dans sa vie, a une situation ou a une inspiration ou un témoignage qui le pousse à l'action. D'où l'importance donc de continuer d'en parler. On ne sait jamais, quand on parle de quelque chose, si cette personne-là n'est pas justement reliée avec quelqu'un qui a du pouvoir, qui peut prendre des décisions. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se transmet. Et la troisième chose, ben, c'est d'assister à des événements comme aujourd'hui. Faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon congrès, d'une bonne conférence, des fois, qui arrive à la bonne personne au bon moment dans sa vie puis qui actionne des changements. C'est pour ça qu'on continue à faire de la sensibilisation comme ça puis des présentations parce que si à chaque fois ça convainc une personne, ben, au bout du compte, on va finir par y arriver. Fait que des fois, c'est soit imposé, soit inspiré ou soit basé sur ton vécu d'humain à toi. Là. Donc, il faut utiliser tous les leviers qu'on a. Merci, Charles. Martin? Écoute, c'est toutes des réponses, mon Dieu, complètes. Je me pose la question, quoi ajouter. Je te dirais que d'emblée, quand on pose la question comment faire ou par où débuter, ben on a parlé de communication, on a parlé de sonder les employés, mais j'aimerais parler spécifiquement de santé mentale ici, santé mentale durable. Il y a peu d'initiatives qui vont fonctionner, j'en ai parlé tantôt, mais il y a un autre élément qui est important, c'est si on n'élimine pas les barrières à la demande d'aide dans l'organisation. Encore une fois, je reviens au principe de stigmatisation en santé mentale. Je le répète sur toutes les tribunes, c'est la raison numéro 1 pourquoi les gens n'utilisent pas les services ou ne vont pas chercher de l'aide. Alors, on peut avoir les meilleures initiatives du monde, mais si personne ne les utilise, ça coûte de l'argent, il n'y a aucun retour sur l'investissement. La stigmatisation, là, on parle pratiquement une personne sur deux, 40-45% des employés ne se sentiraient pas à l'aise de parler de leur enjeu de santé mentale à leur gestionnaire direct. C'est majeur. Alors, et ça, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'être tassé, c'est la peur d'être ostracisé, discriminé, utilisez tous les mots que vous voulez. C'est la raison numéro 1 qui persiste aujourd'hui. Alors, il faut s'assurer de faire un travail de déstigmatisation. Il faut avoir une politique, comme dans les organisations. Les organisations, en fait, ont des politiques sur l'harcèlement psychologique. Ce milieu de travail n'acceptera aucune forme de discrimination ou d'harcèlement sexuel et autres. Ça doit être la même chose en matière de santé mentale. Notre milieu de travail, on n'acceptera pas de langage stigmatisant ou de comportement stigmatisant, qu'il soit mineur ou même majeur. C'est gros, c'est important de le faire. On en a des petits gestes parfois qui peuvent paraître anodins que j'ai entendu dans ma vie, moi en tant que personne qui vit avec un trouble de l'humeur, d'entendre une autre personne dire, ben, on sait bien, Jean-Louis, il doit être bipolaire, il change d'idée à tous les jours. Ben, pour une personne qui vit avec un trouble de l'humeur, ben, même si on ne parle pas de moi, ça peut m'affecter. Est-ce que ça va me mettre dans la position d'aller chercher de l'aide? Je ne suis pas trop sûr parce que le milieu de travail est contributif à cette stigmatisation-là. Donc, pour moi, ça, c'est l'élément essentiel. L'autre élément que j'ajouterais, c'est l'importance de l'éducation. Je ne parle pas de diplôme ici, là. C'est l'éducation. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la santé mentale, c'est quoi la maladie mentale, c'est quoi la différence entre le stress, l'anxiété, c'est quoi l'anxiété pathologique versus l'anxiété normale. Parce qu'on a besoin d'anxiété pour fonctionner. C'est ce que les gens pensent, que l'anxiété, c'est mauvais. Je vous invite à écouter Sonia Lupien qui en parle sur toutes les tribunes. Ce n'est pas mauvais en soi. Donc, c'est cette éducation qui peut être faite dans les milieux de travail et se fait actuellement dans plusieurs milieux de travail, qui est nécessaire pour faire tomber ces barrières de stigmatisation, de manque de pédagogie envers la santé mentale, où est-ce que la personne va se sentir à l'aise parce qu'elle sait pourquoi qu'elle va chercher d'aide et elle sait qu'elle ne sera pas jugée si elle va chercher d'aide. Ça, pour moi, c'est primordial dans les tout premiers moments de toute initiative en santé mentale dans le milieu de travail. Merci, Martin. Et puis, je pense que ça conclut bien, en fait, les chances d'aujourd'hui. Premièrement, moi, ce que j'aimerais rappeler, et puis, Charles, vous avez tout à fait raison, vous ne vous connaissez pas. Donc, déjà, rien que de mettre en relation 4 personnes dans des entreprises qui sont très importantes par rapport à cette chose-là,
pour moi, c'est déjà une première victoire, on va se le dire, mais c'est certain aussi qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder à l'avenir et qui vont potentiellement en fait faire des liens. Cette conversation sur la santé mentale elle est essentielle. Justement, il y aura d'autres capsules qui vont être mises en place pendant cette semaine de la santé durable qui vont parler de santé mentale positive plus particulièrement. Donc, Martin, on aura la possibilité de se retrouver. Moi, je vous inviterai dans 3 ans. On verra en fait où est-ce qu'on en est rendu par rapport à ça. On verra en fait si de votre côté les enjeux sont toujours les mêmes. J'aimerais vraiment vous remercier en tout cas d'avoir participé à ce panel-là. Remercier Groupe Entreprises en Santé en fait qui a fait un travail assez exceptionnel pour vous réunir et pour en faire la promotion aussi de son côté. La semaine de la santé durable, c'est justement toute cette semaine. On va avoir une multitude d'échanges avec des experts de différents niveaux, avec des personnes qui nous inspirent au quotidien justement pour réfléchir à la santé durable dans une multitude de domaines. Ça va se solder par la Journée mondiale de la santé. Puis on espère justement que des conversations comme celle qu'on a aujourd'hui, on l'aura en fait avec des collègues, on l'aura avec des chefs d'entreprise, qu'on l'aura avec la famille plus particulièrement aussi, puis que justement on arrive à décloisonner en fait cette conversation-là entre les différents domaines. Merci à nouveau pour votre temps. Merci pour le travail que vous faites au quotidien. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de se reparler très prochainement. Merci à vous. Merci. Merci.